Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, pour le débrief ludique de la semaine, toujours en compagnie. D'Anthony des Jeux des Livres. Un débrief ludique un petit peu particulier parce qu'on va pas vous faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va pas vous parler des jeux qu'on a joué sur la semaine, comme un débrief ludique classique, mais on va plutôt en fait revenir sur, eh bien tout simplement, mes jeux favoris de l'année 2025. On approche de la fin de l'année. Je me suis dit, on va faire un petit peu comme d'habitude. On va faire le top de l'année. Alors, l'année dernière, ça fait 2 ans en fait que je me sers d'un site internet pour faire ce petit classement. C'est plutôt original et ludique à faire. Tout simplement, c'est le site de PubMeeple que je peux vous montrer tout de suite. Voilà, c'est ce site-là qui vous permet en fait de faire des classements. Eh bien, vous le voyez avec soit des jeux de société, mais vous pouvez également, tout simplement classer plein de choses, des boissons, des bières, des livres, des personnages, des comics, des films, de la nourriture, de la bouffe, les gens aussi. Ouais. Enfin, voilà, pas mal de choses que vous voulez. Et le principe, c'est que vous allez cliquer sur la catégorie que vous souhaitez ranger. Vous pouvez donc ajouter, créer une liste en fonction des jeux que vous cherchez, tout simplement sur BGG. Donc, ça va vous trouver l'image et vous allez avoir une liste qui va se mettre donc sur le côté. Et une fois que vous avez créé votre liste, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton rank ou start, je sais plus exactement. Et là, à ce moment-là, le site va vous mettre en opposition, deux jeux, en l'occurrence, puisque là, c'est 2 jeux. Et vous allez tout simplement cliquer sur, soit l'un, soit l'autre, suivant votre préférence. Et ça va passer à un nouveau duo. Soit ce jeu, soit ce jeu, soit ce jeu, soit ce jeu, etc. Donc, suivant le nombre de jeux que vous avez mis dans une liste, ça peut faire beaucoup. Mais au final, ça va donner, en fait, un résultat, un classement. Donc, un top 9. Donc, voilà pourquoi j'appelle ça mon top 9, puisque le site donc, pas un top 10. de PubMeeple propose tout simplement de faire un top 9. Et vous allez voir, à la fin de ce live, vous allez voir tout simplement le résultat, comment il s'affiche en fait tout simplement sur le site et la petite photo qui va avec. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va vous parler donc des jeux, mais alors on va essayer de faire ça très brièvement, c'est-à-dire on ne va pas rentrer trop dans les détails de règles, mais on va plus aller dans ce qu'on a aimé, ce qu'on a nos ressentis, plutôt que d'aller dans les détails de règles du jeu. Oui. Voilà. La thématique et puis le ressenti. Exactement, c'est ça. Donc ça, ça ne change pas. Comment on fait ? On va sur tout simplement MyLudo, qui est un petit peu mon site chouchou pour trouver pas mal d'informations sur les jeux, les sorties, ce qui va arriver, etc. Et donc, avec PubMeeple, donc avec ma liste, avec mon classement, arrive en 9e position Emblème. Voilà, numéro 9 pour Emblème, qui a de suite fonctionné en fait, même quand on l'avait testé à l'état de prototype il y a un petit peu plus de 1 an maintenant. C'est ça, il y a une histoire aussi. Il y a une petite histoire, effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'on ait pu le découvrir un petit peu en prototype. Bien en avance. Avec donc un des auteurs qui est donc Romaric Gallonier. Le second auteur c'est Monsieur ProMeeple. Voilà, et j'ai oublié son prénom, c'est Adrien Bonnard, pardon. Oui, voilà. Adrien, oh là là. Salut Max. Et salut coucou. Donc tout simplement, voilà, on les voit ici. Adrien Bonnard, Romaric Gallonier, illustré par Janice Peureux et c'est distribué par BlackRock et édité par Savannah.
Voilà pour Emblem, qui arrive donc en numéro 9 dans mon top. Il se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est ce petit jeu qui va être ultra interactif, dans lequel on va jouer des personnages dans des lieux pour tenter d'avoir sa place la mieux positionnée en fonction de lieu, pour tout simplement remporter des pièces, pour avoir le plus de pièces à la fin de la partie et tout simplement gagner. Voilà, c'est tout si simple que ça. Chaque joueur va avoir un deck de cartes à sa couleur. On a tous les mêmes personnages, mais on va pas tous forcément les tirer en même temps. On va tous jouer simultanément un personnage, le positionner dans un lieu, et à la fin, une fois qu'on a fait tout ça, je crois que c'est 3 ou 4 fois, je sais plus exactement, eh bien on va résoudre le positionnement des lieux et attribuer les pièces. Oui, alors c'est étonnant que tu aimes autant un jeu où il y a une interaction quand même très très forte. Ouais. Où vraiment on va se pourrir les uns les autres. Ouais, mais il y a tellement en fait dans ce jeu de retournement de situation. Ah oui, c'est drôle quand même. Que en fait tu râles pas trop, t'as pas le temps de râler. Mais t'as pas vraiment le temps de râler, parce qu'en fait ta carte que tu vas jouer, tu vas pouvoir la positionner à un endroit. Elle va forcément être déplacée ou déclassée, ou peut-être même des fois retirée, mais un peu moins souvent. Mais il y a toujours un moment où en fait dans le jeu tu vas toujours quand même arriver à t'en sortir, à gagner au moins quelques pièces, voilà. Et au bout d'un moment, tu vas faire exactement la même chose à tes adversaires. Donc voilà, il y a tellement, l'interaction est assez présente, mais c'est de l'interaction qui est rapide, et tu vas pouvoir aussi toi embêter tes adversaires. Donc ça me gêne pas. En fait, c'est pas quelque chose qu'on va venir détruire chez toi. Tu vois, comme dans certains jeux où là ça me gêne. Là non, c'est vraiment ça, tous les personnages, tes cartes vont pas mal tourner, donc ça râle, mais pas tant que ça. Et vous allez voir que dans mon top, justement, il y a un autre jeu aussi qui a pas mal d'interactions. Et je pense que je vais pouvoir redire également la même chose pour un jeu qui va arriver un petit peu plus tard. Ah oui, Max, tu précises qu'il faut passer aux autres cartes que celles de départ qui rendent le jeu encore plus les fun. Cartes de départ, hein, oui, les cartes de lieu, hein, qui ont effectivement après des ah oui, les cartes de lieu. Qui ont des classements un petit peu, qui ont des classements différents. Oui, voilà, ça négocie. Il y a ça aussi, c'est rigolo, hein. Il y a cet aspect aussi, tu vas essayer de tchatcher avec tes adversaires, hein, pour essayer de créer des petites alliances que tu vas pouvoir défaire très très rapidement. Mais voilà, Emblem, c'est un jeu qui est très fun, assez simple au niveau même très simple au niveau de la mécanique, mais vraiment où tu passes un très très bon moment. Oui, il est monté vite quand même, toi, dans le. Oui, top, oui, vraiment, parce que je trouve qu'il est simple, il est immédiat, et il y a ce petit côté où on s'embête, mais c'est pas méchant, on peut pas vraiment s'acharner, ou bon, il faut vraiment le faire exprès, et donc ça tourne, et voilà. Et donc ça, Emblem arrive donc en numéro 9. Ok. Alors c'est un classement, comme je disais, avec Pug Meeple, qui propose de mettre en parallèle deux jeux, donc il faut cliquer soit l'un soit l'autre, donc c'est assez subjectif, hein, c'est-à-dire que ça va dépendre un petit peu du moment, voilà, tu vois, comment tu as envie de le prendre le jeu. Donc ce jour-là, c'est un top 9, ou en tout cas les 9, à part peut-être les deux premiers, où ce sont vraiment mes deux jeux favoris, même voir les 3, 4, mais après Emblem aurait très bien pu être un peu plus haut, il aurait très bien pu être 10e et que le 10e soit 9, mais bon, il faut faire un top 9, donc c'est ce que le site propose, c'est pour ça que Emblem arrive en numéro 9. N'hésitez pas à marquer, hein, dans les commentaires si vous y aviez joué, si vous donne envie, ou si vous le connaissez pas du tout. Et un prochain jeu. Le numéro 8, Space Lab, qui est un jeu qui est également assez récent. Très joli Space Lab. Et ouais, et celui-ci, c'est pareil, dès la première partie, ça a été immédiat. Ça a été, on va dire, validé dès les premières parties, tellement il est efficace au niveau de sa mécanique et au niveau de son ressenti. Il procure immédiatement de la satisfaction dans cette espèce de petite construction, non pas de station spatiale. Ouais.
de station spatiale. C'est pas vraiment un moteur, mais c'est chaque carte va avoir un scoring à la fin de la partie. Tout simplement, on va devoir jouer des cartes dans notre station spatiale pour marquer des points. Alors là, les photos sont pas terribles, ça parle pas beaucoup, mais là, ça va. voilà. Pour là, je pense que c'est le mode solo là. Pour payer des cartes, enfin pour jouer des cartes, il va falloir les payer, et les payer, ben il va falloir bien jouer, dépenser en fait d'autres cartes. C'est ça tout le dilemme qu'il y a dans ce jeu-là, c'est que on aimerait bien garder les cartes pour pouvoir les mettre dans notre station spatiale, mais c'est également notre monnaie. Donc il y a toujours ce dilemme de quelles cartes je vais garder. Je vais pouvoir peut-être les récupérer puisqu'elles vont dans un marché commun. Les adversaires vont pouvoir se servir eux également. Donc voilà, c'est très simple. Et puis il y a une illustration, une direction artistique qui est très joli, c'est très fort parce que c'est très inspiré d'une BD que je crois que c'est Johannes Goupy qui adore cette BD qui s'appelle Frontières. Tu en as déjà fait un post toi justement sur Insta, et donc avec un parti pris graphique assez très coloré, mais toujours en tout cas très lisible au niveau des cartes et au niveau de la mise en place et de toute de la lisibilité du scoring également. Ouais. Voilà, donc en numéro 8, Space Lab, donc un 4 joueurs, hein, je l'ai dit, à partir de 10 ans, des parties d'environ une trentaine de minutes, grand max. Hein. Oui, parce qu'il y a un sentiment de course aussi. Hein. Oui, il y a une espèce de course, puisque dès qu'un joueur a complété ces 3 objectifs du centre de chaque module, met fin à la partie. Ouais. Ou dès qu'un joueur également a joué 10 cartes. Donc c'est chez Studio H, c'est un jeu de Corentin Lebras et Johannes Goupy, et illustré par Weird Loop, et c'est distribué en français par Gigamic. Voilà pour ce très chouette Space Lab où chacun on va construire un petit peu dans son coin en surveillant les autres et en essayant d'aller le plus vite, mais en essayant d'optimiser au maximum ses points. Ouais, l'interaction elle est pas directe en fait, mais c'est dans la prise des cartes. Ouais. Donc ça c'était le numéro 8. Et un jeu récent également. Un jeu expert. Alors un jeu expert chez Yellow. Donc c'est le Château Blanc Duel, la version Duel. Alors expert, c'est pas si expert que ça, hein, parce que ça reste quand même relativement plutôt simple pour de l'expert. Oui, c'est pas du gros expert comme on pourrait en trouver chez Super Meeple par exemple, hein, c'est de la gamme Yellow Expert, donc plutôt assez initié plus on va dire. Et alors autant le Château Blanc, la version de base, j'avais pas spécialement accroché, je garde pas un souvenir en me disant ouais c'est super le Château Blanc. Non, j'avais pas trop aimé ce jeu-là. Alors autant, voyez, celui-ci, Château Blanc Duel, se retrouve à la du coup 9, 8, à la 7e place de mon top 9 parce que c'est pareil, dès la première partie, j'ai trouvé la mécanique super intéressante et très satisfaisante dans cette espèce de positionnement de lanterne où on va récupérer des ressources, mais dans un aller et un retour où on va récupérer ces lanternes, et nos lanternes en fait elles nous appartiennent pas vraiment, c'est à dire que les adversaires vont pouvoir les récupérer. C'est de la gestion un petit peu de ressources, un petit peu de la construction de tableaux, de moteurs et avec un peu de placement d'ouvriers, mais tout ça un petit peu mélangé, détourné, fait que vraiment ça marche en tout cas sur nous, sur moi, mais toi aussi, ça a vraiment super bien marché. Donc il se joue forcément à 2, à partir donc de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes, donc c'est assez ramassé quand même, hein, c'est pas très long. C'est donc chez Yellow, c'est un jeu de Israël Sandrero et Sheila Santos, illustré par Johan Gardier. Donc de chouettes sensations. J'ai pas vraiment le souvenir de pouvoir le comparer à Château Blanc parce que, comme je vous disais, j'ai pas un souvenir. Non, c'est assez différent. Voilà. Alors on retrouve les lieux emblématiques. La thématique, les lieux avec les ressources, un petit peu les cartes, l'iconographie est identique également. Mais les sensations sont hyper différentes. Ouais, voilà, parce que celui-ci.
je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette sensation de mettre des lanternes pour récupérer des ressources ou activer des lieux, en tout cas, voilà. Ouais, Et actions. par la suite récupérer ces lanternes, c'est les jetons en fait qui sont ici, mais n'importe lesquels en fait, qui étaient posés par soi ou par notre adversaire. Voilà, ça c'est très très bon. J'ai beaucoup aimé. Donc on a fait le 9, le 8, le 7 et bien voilà le numéro 6. Oh, qui ressemble un peu au numéro 9. Effectivement, on parlait de, en numéro 9, Emblème. Et bien Fort-Crone, donc lui, a un petit peu les mêmes sensations avec une assez forte interaction avec les joueurs, mais c'est une interaction qui est rapide. Et donc c'est ça pour ça que ça ne... Moi, en tout cas, ça ne me fait pas râler comme des gros jeux où tu construis quelque chose et quelqu'un vient tout te balayer. Ça m'énerve. Là, pas du tout. C'est vraiment très rapide, immédiat. Et c'est vraiment très, très drôle pour jouer vraiment jusqu'à 5 joueurs. Des parties qui sont assez ramassées également, d'une trentaine de minutes environ. Des parties endiablées. C'est vraiment très drôle. Toutes nos parties qu'on a faites, à chaque fois, on a beaucoup rigolé. Oui. C'est pareil dans Fort-Crone. En fait, on essaye un petit peu de créer des alliances, de négocier, Ah non, mais toi, tu ne vas pas me piquer des rubis, voilà. C'est pas possible. Ah, mais non, j'en ai presque plus. Va voler des trucs parce que c'est un petit peu le principe, c'est-à-dire que on va acheter des cartes sur un marché qu'on va glisser dans des sleeves à notre couleur. On va mélanger toutes les cartes qu'on aura pu acheter de tous les joueurs et à tour de rôle, en fait, on va dévoiler une carte et le joueur va faire l'action de sa carte qui vient d'être révélée, qu'il avait acheté précédemment. Donc principalement c'est tout simplement de voler des rubis à ses adversaires ou en tout cas de les faire défausser pour être le dernier en lice à la fin de la partie, ou en tout cas celui qui aura le plus de rubis à la fin de la partie sera déclaré le roi ou la reine du royaume. C'est vraiment très drôle. Tout se fait en fait dans des petits coffres, donc tout est caché aux autres joueurs. Il y a une ambiance très drôle autour de la table, en tout cas pour ce jeu. C'est très fun. C'est vraiment ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup ressortir pour faire découvrir le jeu ou pour rejouer avec d'autres joueurs. Il est vraiment... Je pense que ça, c'est un peu comme tous les jeux, mais celui-ci fait vraiment partie des jeux un petit peu indispensables qui peut être joué avec des joueurs aguerris comme avec des joueurs qui ne jouent pratiquement jamais, puisque c'est immédiat et très accessible. Fort-Crone. Voilà, on a fait le tour donc pour ce jeu-là, Fort-Crone, avec une chouette interaction directe. Oui, très forte. Ouais, mais très drôle en fait. Tipperary, il était déjà dans mon top de la mi-année, et bien il se retrouve également dans mon top de l'année, puisque vraiment celui-ci, je le trouve excellent. J'adore la pose de Poliomino. Il fallait bien qu'il y ait un jeu de Poliomino. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas de jeu à cocher. Ah. Alors que je suis assez friand. Il n'y a pas de jeu de pli non plus. Ouais. Wow. Ouais, en tout cas, il y en a eu, mais ils ne se sont pas classés, en tout cas, dans ce top-là, qui, je le répète, est un top qui se fait à un instant T, donc peut-être que ça pourrait changer. En tout cas, voilà, Tipperary, pose de Poliomino, avec une mécanique de prise de choix de Poliomino assez originale, qui rappelle un petit peu la planète Unknown, c'est-à-dire qu'on va tourner une roue, mais on va vraiment la tourner d'un seul coup aléatoire. On va prendre un Poliomino au choix avec des formes incroyables. Avec des formes qui sont pas du tout standards et classiques de Poliomino. Et on va, tout simplement créer notre paysage irlandais et tenter de positionner ces tuiles-là le mieux possible pour avoir le plus de points en fonction de chaque type de terrain qu'on pourra créer. Donc il y a les champs qu'on devra positionner à côté des brasseries. On va avoir les ruines également qui vont être idéalement nous faire construire des tours
à la fin de la partie. Les moutons ou les brebis qui vont nous rapporter des points sur le joueur qui en a le plus. Bref, plein de petits trucs comme ça suivant les types de paysages scoring, ouais. qui vont apporter autant de scoring à la fin de la partie. C'est du scoring classique, mais le plus original, c'est quand même la forme des polyomino. Ouais. Dans ce jeu, c'est extra. Hein. Oui, parce que on va retrouver des polyomino assez standards, c'est-à-dire un petit peu à la, on va dire, Tetris, mais c'est dommage qu'on n'en voit pas. Mais là, on voit que c'est une forme qui n'est pas du tout classique en fait. Voilà, on va retrouver les barres toutes droites ou les T ou les espèces de S, mais on va retrouver des formes tout à fait biscornues et pas habituelles. C'est ça qui fait aussi un petit peu l'originalité. Mais on arrive toujours quand même à trouver un endroit, une place pour essayer de maximiser au mieux bien nos points de victoire. Donc Tipperary, voilà, je lui avais mis un 8,5 déjà. De 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu chez Lookout Games, c'est un jeu de Gunther Burkhardt et illustré par Harry Oliver et Clemens Franz. Voilà donc pour Tipperary qui est à la place 9, 8, 7, 6, à la place numéro 5. Ok. On arrive à la place numéro 4. Puis là, c'est pas un petit jeu. Hein. C'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Un Stefan Feld qui arrive en numéro 4 de ce top 9 2025. Il fallait bien qu'il y ait un jeu de dés. C'est un jeu de dés, effectivement, mais dans lequel on va lancer les dés une seule fois. Ouais. Voilà. Et ouais, c'est assez étonnant pour le type de joueur que je suis, puisque je suis un joueur assez, on va dire, plus attiré par les jeux famille initiés. Quoique, bon, les druides d'Edora, pour donc le citer, n'est pas un jeu si expert que ça. Il est quand même relativement accessible, en tout cas, c'est du bon initié. On le voit sur Malido, c'est du 12+. C'est effectivement ce qui est... Alors sur la boîte, c'est marqué du 14+, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même relativement assez accessible si tant est que vous êtes déjà un petit peu joueur. Voilà, celui-ci c'est pareil, ça a été immédiat au niveau de une grosse claque ludique. De la compréhension des règles, des mécaniques, même si sur la première partie, je crois qu'on avait fait une petite erreur, mais au niveau des feux de camp. Mais vraiment, ça n'a rien du tout changé, en tout cas à nos parties suivantes, qui ont toujours été super agréables, toujours fluides, avec une réflexion quand même assez stratégique et importante, tu vois, parce que c'est pas un petit jeu familial, mais qui reste toujours assez accessible pour moi. En tout cas, voilà, je trouve ça assez simple, mais dans une stratégie satisfaisante. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un jeu de Stefan Feld, illustré par Fred Gizubel, c'est chez Ravensburger et Alea pour l'édition. Quoi dire de plus pour les druides d'Edora que vous n'avez pas déjà vu sur tous les réseaux. Voilà, moi je trouve ça déjà très beau. Dans le niveau du matériel, la manipulation, l'interaction également, mais il n'y a pas de destruction, ou en tout cas il n'y a pas d'interaction négative. Tu vois, mais tu peux quand même piquer la majorité. C'est de la majorité, donc voilà, avec ce placement de dés, les dés qui ne sont lancés qu'une seule fois en début de partie, il va falloir te débrouiller avec ces dés-là tout le long de la partie, et donc tu vas positionner tes dés en déplaçant tu vas te déplacer en dépensant de la nourriture pour te déplacer. Une fois que tu arrives, tu positionnes un dé sur l'espèce de temple, en tout cas. Une clairière, et tu vas faire l'action choisie. Il y a plein d'actions différentes, et elles sont toutes intéressantes, en fait, puisque j'ai déjà essayé de me concentrer sur une action plutôt qu'une autre pour essayer de monter sur des pistes de score. Mais en fait, elles sont toutes super intéressantes. Donc tu peux soit te spécialiser dans un truc, soit essayer de varier. Je conseille quand même de varier un petit peu, de pas rester bloqué sur une seule truc, puisque sinon, il y a des multiplicateurs, il y a plein de façons de scorer, et c'est ultra intéressant, ultra satisfaisant. Oui, la piste de connaissance, c'est un gros multiplicateur, ça fait vraiment monter dessus. Les fleurs, les plantes, les objectifs, l'espèce
des reliques que tu Ouais. collectionnes. Enfin, c'est pas des reliques, mais je ne sais plus exactement. Des mais bijoux. des bijoux, ouais, voilà. Vraiment, les dolmens, les menhirs, tout ça que tu vas construire au fur et à mesure, c'est ultra lisible, hein, en fait. Même si tu vois sur une photo comme ça, tu te dis waouh, c'est brouillon, c'est chargé. En fait, pas du tout. Quand tu as compris la mécanique, comment ça se déroule, et c'est qui est très simple en fait à expliquer et à comprendre. C'est très très lisible. Tu vois exactement, c'est très lisible en tout cas sur le plateau. Même si tu as l'impression qu'il y en a un petit peu partout, ça reste très très lisible. Voilà les druides d'Edora, un très beau jeu, ultra satisfaisant, qui vraiment offre plein de possibilités de stratégie, qui sont toutes aussi bien les unes que les autres, et qui est toujours, et qui est toujours très satisfaisant à jouer. C'est une belle et grosse recommandation, en tout cas pour de jeux pour cette année. On en est au top 3. Numéro 3. Et le top 3 de cette année 2025, c'est Rebirth. C'est pareil. Là, celui-ci, grosse claque. On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu. Surtout la boîte, elle attire l'œil. Ouais. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est très joli. C'est magnifique. Ouais, hein. C'est un post-apo écolo. Très, très beau, là, très, très optimiste, je trouve. La boîte ça donne envie, c'est hyper intriguant. La boîte de jeu donne très, très envie. Très, très envie. En plus, tu vois Ragnar Knizia. Tu te dis waouh. Mighty Boards, que j'aime bien en général ce qu'ils font, localisé en français par les Lucky Duck. Bon, déjà, tu te dis, là, on est quand même sur un truc avec une chouette illustration, un chouette auteur, des éditeurs qui sont pas mal. Tu te dis, il y a quelque chose. Et arrive un festival et un salon où tu vois ça. Tu te dis, ah ouais. Ah, c'est plus aride. Ça a l'air quand même d'être assez costaud pour le type de joueur que je suis. Je sais pas si c'est vraiment mon type de jeu. Il y en a un petit peu partout. Il y a des cartes, il y a des jetons. Je sais pas si c'est pour moi. Erreur. Puisque une fois que la première partie faite, tu te dis, ce jeu est exceptionnel, il est génial, tellement il est d'une simplicité hallucinante. C'est-à-dire que à ton tour de jeu, tu vas prendre un jeton à ta couleur, les petits jetons comme ça qu'on voit, tu le retournes, tu regardes ce qu'il y a dessous, et tu vas devoir le positionner bien sur le plateau, avec le même logo, la même icône en tout cas, qui est représentée sur ton jeton et sur le plateau. Voilà, c'est tout. Vous avez pratiquement la règle du jeu. Et ça, c'est fabuleux parce que, avec juste cette règle, vous allez devoir avoir des majorités, vous allez devoir réaliser des objectifs. C'est hallucinant, franchement. Rebirth, c'est vraiment une claque ludique. Pour moi, c'est la claque ludique de l'année. Tellement il est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable. Le matériel est superbe, on adore manipuler ces petits châteaux ou positionner nos étages de cathédrale et ces petits jetons, on essaye de regarder un petit peu chacun, attends, lui il se met là, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il a chopé comme objectif. Et c'est ça, est-ce que je vais pas aller l'embêter ou est-ce que je me concentre, je le laisse là-bas tranquille, moi je vais tant qu'il vient pas m'embêter. Et c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial. Rebirth, il est vraiment extraordinaire, vraiment. Ah oui, c'est extra. Incroyable. Donc c'est chez les Lucky Duck et Mighty Boards. Donc c'est un jeu de Ragnar Knizia, illustré par Anna. Tu sais bien les dire, toi, les jeux. De quoi? L'illustratrice. Ah oui, Anna Pliskipska. Ouais, super. Et il y a Kate Redisiuk également. Il y a un traducteur, Elric Rosé. C'est distribué en français par Neolydis. On peut le dire que également un Rebirth, c'est une grosse recommandation. Ça aurait pu être ton numéro 1. Ça aurait pu être mon numéro 1, effectivement, même si le numéro 1 et le numéro 2, pour moi, ils sont indétrônables. Ah, indispensable. Carrément, mais c'est vrai. Mais Rebirth aussi, je trouve. Oui. Hein, Et il s'adresse, en tout cas, il s'adresse peut-être pas tout à fait au même type de public que mon numéro 1 et 2.
Tu vois. vrai. Même si je pense qu'un Rebirth, tu peux tout à fait le faire jouer à des personnes qui ne jouent pas. Mm. Il y a suffisamment d'accessibilité et de simplicité pour que les personnes qui ne jouent pas prennent quand même du plaisir et à être satisfaits de leur partie, que tu peux aussi bien, avec des joueurs aguerris, être satisfaisant. Franchement, Rebirth, c'est vraiment du très très bon. C'est très bon, très simple, et pour moi, ça a été une grosse surprise en fait au niveau de ce jeu. Voilà pour mon numéro 3 pour ce top 2025. Effectivement, donc on fait un coucou à tout le monde. Salut le petit Coribou, salut Erwan Braids. Bienvenue, donc on est en train de faire notre top, enfin mon top 9. Top 9. Moi je regarde et je commente. Et tu tiens les boîtes. Et je tiens les boîtes, mais tu fais ça, c'est déjà et tu pas fais mal. ça très bien. C'est déjà pas mal. C'est le top 9 Meeple vert. Voilà. Et oui, Max, t'as pas pu jouer encore à Rebirth, mais c'est grosse recommandation. Hein. Et c'est franchement, je crois que je ne comprendrais pas quelqu'un qui n'aime pas qui n'aime pas Rebirth. Ah oui. Tu vois? Je sais pas s'il y en a. Non, à moins d'être un gros joueur expert. Peut-être le hasard de la pioche, non, parce que le hasard de la pioche de tes jetons, tu les mets toujours à un endroit. Mais oui, c'est ça qui est extrêmement fort. Il y a tellement de petites stratégies, de micro-stratégies que ça dilue complètement le côté du hasard. Du aléatoire. Ouais. Voilà, le petit Caribou, Rebirth, un jeu pur et efficace, excellent. Ouais, vraiment, la vraiment. Pureté, hein. Et Erwan Braids et Max, vous n'avez pas joué encore à Rebirth. Franchement, si vous n'avez pas encore fait votre liste de Noël, vous pouvez y aller. Demandez Rebirth. Mais ouais, parce que là, parmi les jeux, je pense que c'est... Alors, sans parler de For a Crown et Emblem, si vous voulez jouer un petit peu à plus nombreux, mais sans vraiment vous prendre la tête, par exemple sur un druide et des Dora qui peut être peut-être un petit peu plus entre guillemets exigeant, on va dire. Celui-ci se joue mais tranquille. Il y a une stratégie, tu vois, mais ça monte mais c'est pas prise de tête en fait, tu vois. Ça monte en puissance. Hein. T'arrives toujours à faire alors temps, les 3 derniers tours, je peux te dire qu'ils vont être beaucoup plus longs que les premiers parce que tu vas vraiment réfléchir, tu dis ce jeton là, si je le mets là, ça fait ça. Si je le mets, tu vas vraiment réfléchir, mais c'est vraiment c'est vraiment génial. Et oui, à One Rise, c'est dur de mettre que 9 de jeu. Ouais. Top, hein. C'est le site. Alors je sais pas si vous étiez là en début de live. Je me suis servi juste, on va y revenir vite fait, du site PubMeeple pour faire mon classement. On peut tout à fait classer n'importe quoi. Donc là, dans cette catégorie, les jeux, on peut rentrer le nom du jeu, créer une liste, et une fois qu'on a créé cette liste, on va pouvoir commencer un classement, et le site va te proposer de mettre en duel en fait 2 jeux. Soit tu préfères jouer à celui-là ou tu préfères jouer à celui-là. Tu vas cliquer sur l'un ou sur l'autre. Il va y avoir une nouvelle association. Tu préfères jouer à celui-là ou à celui-là, etc. Pour au final, le site va te proposer donc un top 9. Voilà pour donc Rebirth qui arrive en numéro 3. C'est PubMeeple. PubMeeple, ouais. Regarde. C'est Pénélope qui fait. Elle l'avait fait, je sais pas si elle le fait. Je sais plus si elle le fait toujours. Si elle le fait toujours. Il y a quelques années, elle le faisait. On avait trouvé ça hyper intéressant. Ah oui, on voit pas parce que il y a le truc là. PubMeeple, voilà. Tu tapes sur une barre de recherche PUB plus loin Meeple M2EPLE. Tu verras, t'arriveras sur ça. C'est vrai que là, du coup, on le voit pas parce que c'est derrière nous en fait. Le titre du site, il est là, en fait. Voilà. Pub. Non, c'est pas pub. Oui, c'est pub, mais c'est pub. Ouais. Voilà. Je vais le marquer, là. Hop là. Voilà. Ça va t'aider pour... en fait, ce que voilà, c'est que tu peux de réduire de 15 à 10. Oui. Tu peux déjà rentrer rentrer une quarantaine de jeux en fait, tu vois, c'est ça qui va
des jeux C'est vrai, qui t'ont marqué. Tu fais une grosse liste. Tu fais une grosse liste, peut-être pas forcément, parce que plus Ça tu fait vas beaucoup de faire, matchs, hein. tu vas faire beaucoup de matchs, effectivement, ouais. Mais si t'en es déjà à 15, tu vas rapidement, le top, il va être vite fait, hein. Il va juste te demander soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre, tu vois. Donc, il y a des fois, c'est très compliqué parce que il va forcément y avoir un moment, un match waouh. où il va te dire, ben, tu préfères ton jeu numéro 1 ou ton jeu numéro 2. Mm. Enfin, les deux qui sont sûrs forcément, ou les trois sur le podium, donc bon. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est plutôt original, même si je le rappelle, donc c'est un petit peu subjectif, c'est sur le moment, à un instant T. Alors, est-ce qu'on passerait pas au top numéro 2? Ben oui, hein. Le top, alors je sais, on va pas dire top 1, Non. top 2 et top 1, mais bon, pour les classer, on va dire que le top 2, c'est un des jeux qu'on a le plus joué. Ah oui, en famille. Et voilà. Django. Mon top 2 de cette année 2025, C'est le jeu le plus joué. C'est Django. Ouais, c'est celui-là, c'est pour moi, c'est vraiment un indispensable. C'est-à-dire que celui-ci, je milite pour qu'il soit dans toutes les ludothèques. Mais vraiment, dans tous les tiroirs, dans toutes les ludothèques, les bibliothèques, il faut que tout le monde ait un Django. C'est ultra efficace. C'est un petit jeu de cartes, de défausse, dans lequel tu vas recevoir une main de cartes et tu ne vas pas avoir le droit de ranger tes cartes. Tu vas devoir faire comme elles arrivent dans ta main et tu vas devoir te défausser. Très classiquement, en fait, dans un jeu de défausse, tu vas devoir jouer une combinaison de cartes plus forte que celle qui est au centre de la table, c'est-à-dire que le joueur juste avant toi vient de jouer. Ce qui est bien, c'est que tu peux récupérer aussi. Et donc, effectivement, tu vas pouvoir récupérer soit des cartes de la pioche, soit des cartes qui ont été jouées précédemment, si jamais tu arrives à dépasser, pour améliorer ta main de cartes et pouvoir jouer des combinaisons encore plus fortes à ton tour suivant. Alors, tout simplement, c'est pour moi excellent. C'est ultra simple, ultra efficace, c'est ultra rapide. Une partie, ils disent 15 minutes, mais c'est totalement faux. Une partie, c'est 3 minutes. Mais vraiment, une partie, c'est 3 minutes. Mais tu vas pas en faire qu'une. Tu vas en faire au moins 4 ou 5 d'affilée. C'est sûr. Voilà. Alors, moi, dans ma petite boîte de Django, ce que j'ai trouvé original, je l'ai un petit peu, on va dire, modifié. Tu l'as pimpé. Je l'ai pimpé sans vraiment le truc. Donc, on a nos cartes Django classiques. Mais j'ai également mis à l'intérieur, puisqu'il y a quand même pas mal de place, j'ai également mis des petits meeples comme ça, en bois, de bananes. C'est-à-dire que dès qu'un joueur remporte une partie, eh bien, il remporte une petite banane. Donc 3 bananes gagnent. Et bien, en début, tu te dis, quand tu commences à jouer, tu te dis, ben, le premier qui arrive à rapporter 3 bananes, eh bien, on arrête et c'est fini. Par exemple, 3 ou 4 ou 5, c'est pour ça que, en fait, j'en ai mis pas mal à l'intérieur, ce qui permet, voilà, de rajouter un petit truc, un petit challenge supplémentaire, parce que une partie en elle-même, c'est vraiment, je vous dis, 3 minutes. C'est que dès qu'un joueur a vidé sa main, la partie est finie. Et il a gagné. On te demande où tu les as eu, tes meeple bananes. Alors, je les ai piqués dans la boîte de Fruitopia. Ah oui. Fruitopia qui bien fait de les piquer. Moi, j'aime beaucoup Fruitopia. Il est toujours dans ma ludothèque, là. C'est ce jeu qui reprenait un petit peu le système de taquin et dans lequel on va collectionner des fruits pour réaliser des objectifs. Moi, j'avais trouvé ça plutôt original. Mais c'est vrai qu'il ressort pas beaucoup. Non, j'aime pas trop. Et du coup, ben voilà. Donc, dans Fruitopia, eh bien, il y a les meeples bananes qui sont parfaites pour faire des jetons de victoire dans Django. Voilà, donc Django, puis c'est lié au fait que aussi ta maman adore jouer à Django. Ouais. Hein, ça participe aussi. Oui, mais même avant, parce que quand on lui a fait découvrir, on jouait déjà beaucoup avant. Quoi. Mais peut-être moins que. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y a pas une soirée où on ne joue pas à Django quand. On y joue peut-être un peu moins avec les amis parce qu'avavec les potes on fait des plus gros jeux, donc on a peut-être un peu moins le temps. Mais c'est le jeu, voilà, où de ta famille. Tu as envie tu t'installes à table, tu as envie de faire, de taper un petit peu le carton, bah tu fais un Django. Mais tu fais pas qu'un Django. Ah oui, parce qu'il y a l'autre aussi. Et il y a l'autre. En fait, ça marche par deux.
Donc Django, numéro 2 de mon top 2025. Et mon top 1, ben voilà, mon top 1 de l'année 2025 avec une note de 9 sur wow. MyLudo, c'est Double Seven. Ouais. Mais là, je suis d'accord. C'est vrai que c'est super. C'est génial parce que moi, je m'amuse à chaque fois. Je suis il va pouvoir vous le confirmer, je suis un gros râleur. Je râle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais il y a des jeux comme ça dans Django, dans Double Seven, des petits jeux qui sont tellement rapides, efficaces et ultra satisfaisants que là, tu râles pas trop. Je râle pas en fait, même si je perds, eh bien je m'amuse, même si je perds. Tu vois ? Bah oui. Bon, il y a beaucoup de jeux que je m'amuse même si je perds. Il y a des jeux où je perds et je râle, mais voilà. Et Double Seven fait partie des jeux où, eh bien, je m'amuse vraiment à chaque fois. Il est d'une efficacité redoutable. Je vais éternuer. Ah, ouais. Alors oui, et on allait dire aussi que Pardon. c'est très efficace, c'est très agréable à manipuler. Oui, parce que ce sont des jetons en acrylique, des styles un petit peu de domino. Alors, Double Seven, c'est quoi ? C'est une espèce de rami un petit peu revisité avec des tuiles en acrylique dans lesquelles on va tenter de faire des collections, des familles d'animaux, de 7 pour marquer un 7. Dès qu'un joueur fait 2 familles de 7, eh bien, il met fin à la partie, on finit le tour de table pour avoir tout simplement le plus de points possible. C'est vraiment génial. On a créé en fait entre nous des petits gimmicks en fait de parties quand on joue à Double Seven. Donc c'est toujours très drôle. Il y a un vocabulaire qui s'est créé. Ouais, on a baptisé les animaux comme on avait envie. Donc et c'est ce qui fait partie en fait effectivement de l'expérience d'un jeu de société. De se créer des souvenirs autour. Et qu'on s'approprie vraiment réellement. Hein, vous voyez, je parlais de Django tout à l'heure avec les petits meeple bananes que j'ai ajoutés dans la boîte pour faire des points de victoire. Et dans Double Seven, où on a nommé en fait presque les animaux. Voilà, c'est pas un renard, c'est un goupil. C'est pas un écureuil, c'est Noisette. Hein. Enfin, il y a des trucs comme ça, de taper le doigt sur la table. Pour, voilà, bref. Pour révéler le. C'est tout un truc où il y a cette expérience, il y a ce vécu autour d'un jeu qui fait que voilà, il y a des jeux qui marquent plus que d'autres. Oui, parce que ça a matché là avec tout le monde. Ouais, Double Seven pour moi c'est mon jeu favori de l'année 2025. Tellement il est tellement on y a joué cet été, mais c'était tout les il y a soirs. pas que cet été, c'est tout le temps en fait. Mais c'est vrai que quand on se retrouve en vacances, c'est un jeu qui se sort très simplement, très facilement, pas prise de tête. Tu vas tenter des petites techniques, tu vois, des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher, il y a un petit peu de hasard, mais c'est toujours très drôle et vraiment toujours très bon. Il y a des tuiles caribou. Oui, Double Seven, tu y as joué avec Dame Rachou. Ah, mais oui, bien sûr, on y était à Toulouse. Oui. À l'Alchimie, bien sûr. Oui, l'Alchimie, c'est un festival qu'on ne loupe jamais. Oui, c'est pas trop loin de Perpignan. Voilà, alors le caribou, comme on l'appelle, nous... Ouais, non, lui a pas donné de nom spécial. Voilà, ce sera le petit caribou. Ouais, le petit caribou, effectivement, on va l'appeler comme ça. Ouais. Mais voilà, donc, eh bien, Double Seven, Erwan, tu vois, voilà, c'est Erwan, pardon. C'est le petit caribou, eh bien, il est baptisé comme ça maintenant. Voilà. Ah, il est mignon, ce petit truc là. Voilà. Et voilà pour mon top 9 de l'année 2025. Et voilà ce que ça donne en fait sur le site de Pub Meeple. Voilà l'image en fait qui est générée une fois que vous avez complété votre classement, qui je trouve assez parlante et représentative pour identifier de suite en fait les jeux que vous avez préférés suivant une période. Donc en 9, Emblème, ensuite Space Lab, Le Château Blanc Duel, Pharaoh Crown, Tipperary, Les Druides d'Edora, Rebirth, Django et Double Seven. Voilà pour le petit top 9 de l'année
2025. Est-ce que tu ferais pas, toi, un top 9 là bientôt? Faudra que tu le fasses aussi. Ah, je sais pas. Peut-être en janvier, ouais. C'est un peu tard en janvier. Peut-être fin d'année, ouais. Avant le 31. Allez, la décembre. semaine prochaine, tu le fais. Peut-être pas la semaine On prochaine. l'avait fait ensemble pour la mi-année. Ouais, oui. On l'avait fait ensemble. Ouais, On avait fait un ouais. live où on présentait chacun notre top 9. C'est vrai. Voilà. Bah, il faudra que tu le fasses. Ouais. C'est ta mission de la semaine prochaine. Waouh. Et voilà, donc on va rester sur cette image. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, d'avoir commenté, d'avoir participé. Hein, donc sur Twitch, hein, vous regardez avec les commentaires qui sont ici. Si vous regardez sur Twitch, sur YouTube, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Quel est votre top 9, vous de votre côté, ou en tout cas les quelques jeux qui vous ont le plus marqué pour cette année? N'hésitez pas à le marquer donc en commentaire. Sinon, vous pouvez venir sur Twitch également. Hein. C'est tous les lundis à 20h où on fait le débrief ludique, où on parle des jeux de société auxquels nous avons joué. Là, ce soir, c'était le top 9. Sinon, on se retrouve également toute la semaine, tous les jours, sur Instagram, hein, le Meeple Vert et des jeux des livres, où on vous parle des jeux de société en review, mais également en story où on fait des partages de découvertes ludiques et des copains. On vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, mais surtout, on vous souhaite de bien vous amuser et de passer de bonnes fêtes. Oui. Eh oui, parce qu'on est quelques jours avant Noël. C'est ça. Là, si vous regardez sur Twitch, mais si vous êtes sur YouTube, peut-être que ça sera déjà passé. Mais en tout cas, passez de bonnes fêtes. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao, salut. Ciao. Merci beaucoup.